Il y a déjà eu 6 heures d'essai lors de la journée test dimanche dernier. Meilleur chrono, 3 minutes 26 907. Déjà, on commence par ça. Ça fait 2 secondes et demie de gagné par rapport à l'année dernière. Hein. Ouais. C'est la 2e année d'exploitation des hypercars. Voilà. C'est pour te dire, voilà, en un an, où on en est. Alors attention, c'est toujours difficile de vraiment comparer un chrono d'une année sur l'autre. Mais bon, il n'y avait pas de pluie. On a quand même bien progressé. 3 Porsche dans le top 4 des essais de cette journée de dimanche. La plus rapide, ça a été celle de Kevin Estre, qui donc a fait le meilleur temps. On a donc 3 Porsche, et c'est les 3 Porsche officiels qui se sont quand même fait un peu mener la vie dure par les Jota, par les Protons. Donc depuis le début de l'année. Des équipes clientes de l'équipe officielle qui ont malmené l'équipe officielle. Bon, là, on a quand même tapé du poing sur la table du côté de l'équipe officielle. C'est la Toyota de Sébastien Buemi qui a réalisé le 3e temps. La première Ferrari a réalisé le 5e chrono, à plus d'1 seconde quand même, de la meilleure des Porsche. Les 2 autres Ferrari, parce que je rappelle qu'il y aura 3 Ferrari cette année aux 24 heures du Mans, 8e et 12e. Les Peugeot, 13e et 21e temps. Et puis les Alpines, dans les mêmes eaux, 17e et 20e chrono. Je vais être honnête, c'est un petit peu difficile de lire exactement si cette hiérarchie elle va refléter la course qu'on va avoir samedi et dimanche prochain, parce qu'il y a cette histoire de BOP, de balance de performance, qui a été établie avant que les voitures arrivent au Mans, mais qui peut bouger encore. On se souvient qu'elle a bougé jusqu'au vendredi l'année dernière. Oui. Et d'ailleurs, ça avait vraiment mis en colère les gens de chez Toyota. Donc, certains constructeurs seraient tentés de faire ce qu'on appelle chez les Anglais du sandbagging, c'est-à-dire on fait exprès de ne pas rouler trop vite pour ne pas se faire rattraper, pour ne pas se faire pénaliser par les organisateurs. Bon, sauf Porsche, mais c'était déjà le cas quand ils étaient en GTE, où il y avait aussi une balance de performance. Porsche roulait tout le temps au maximum et se faisait parfois un peu casser les pattes au niveau de la BOP. Là, Porsche, on continue à rouler vite. Mais quand on voit quand même chez Ferrari, bon, une 8e et une 12e place, bon, je pense qu'on se fait pas trop de mal. Un peu. Mais cette BOP, tu as décidé de nous en parler, Stéphane, parce que... Oui, parce qu'on nous sort des chiffres en fait un petit peu dans tous les sens et on ne sait pas comment trier ça, mais on va juste parler des 4 favoris à la victoire finale. En tous les cas, ceux qui apparaissent comme évidents aujourd'hui, pour vous dire en fait qui a une certaine faveur dans certaines gammes de la performance, pour vous situer un petit peu qui est plutôt bien traité par la BOP et qui l'est moins bien. Alors, sachant que, encore une fois, c'est un règlement qui est signé par tout le monde, qui est même à la base, en fait, du nouveau règlement. Et que les concurrents n'ont pas le droit de commenter. Oui, et donc il fait toujours un petit peu des vagues, mais qui semble quand même assez bien calibré et assez équitable. Alors, il faut faire des réajustements, voilà. Alors, voilà, on va parler de Ferrari, Porsche, Toyota et Cadillac, avec 3 grands paramètres de la performance, le poids, la puissance et l'énergie par relais. Et on a mis sur ce tableau en vert les valeurs qui étaient les plus favorables pour un constructeur, en rouge celles qui l'étaient le moins, et puis en gris ceux qui sont dans la moyenne. À peu près. Voilà, tout à fait. Et on voit qu'effectivement, Ferrari, sur le poids, ils sont dans la moyenne. Par contre, ils sont effectivement sabrés en termes de puissance. Il y a quelque chose de nouveau cette année, la puissance est divisée en 2. Il y a un cap à 250 km/h. C'est ça, c'est une sorte de BOP à 2 étages. On était un petit peu ennuyé du côté de l'ACO sur les différences de vitesse de pointe, et notamment de la Ferrari qui était vraiment très 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 rapide. Donc on a un système de comment je pourrais dire ça, de bridage qui intervient, un bridage supplémentaire qui intervient à partir de 250 km/h. Un bridage ou au contraire une libération de puissance supplémentaire pour donner un petit coup de pouce à des équipes qui en ont besoin. Il y avait aussi un impératif de sécurité, clairement, la vitesse dans les lunaudières. Donc Ferrari, effectivement, à partir de 250 km/h, perdra
1,7% de sa puissance. Ouais. Ce qui est quand même pas rien. C'est beaucoup. Voilà. C'est évidemment la valeur la plus défavorable. Et aussi, c'est pareil, en énergie par relais, c'est eux qui en auront le moins. 889 mégajoules, point. Donc c'est vraiment sur la puissance, hein, sur la réserve d'énergie, qui vont être en difficulté. Ce qu'il faut comprendre, l'équivalent, enfin ce qu'on appelle l'énergie, en fait, avant on s'en occupait pas. C'était la taille du réservoir. Oui. Sauf que maintenant, comme c'est de l'hybride avec de l'électrique, on additionne l'énergie qu'il y a dans l'essence et l'énergie qu'il y a dans la batterie. C'est pour ça que désormais vous avez cette jauge en énergie et on parle de mégajoules au lieu de parler un réservoir de 88 litres. Et ben on a enlevé 2 litres. Et c'est ce qui était une façon finalement de brider les voitures parce qu'il fallait mettre un petit peu moins d'essence dans le moteur. Alors tu as parlé de la performance des Porsche. Porsche l'année dernière, ils n'étaient pas très bien. Et là maintenant, on a l'impression qu'ils sont arrivés à bien régler cette voiture, à bien l'optimiser. Et quand on regarde ce tableau, on a l'impression que la Porsche, c'est la voiture passe-partout. C'est ça. Elle est dans la moyenne à tous les niveaux, en termes de poids, en termes de puissance. 511 kW. Aucun accroissement ou 511 diminution. kW. Voilà, c'est ça, de puissance après 250 km/h. On est juste en dessous des 700 chevaux. Hein, c'est pour donner, parce que bon, maintenant on parle en watts, on parle en joules. Et puis énergie par relais, c'est pareil. Donc moi, ça me donne l'impression en fait que les ingénieurs ont su faire une voiture qui va être bonne dans toutes les conditions. Par piste sèche, par piste humide, de jour comme de nuit. Et c'est une voiture un peu qui va s'adapter à tout. Parce que finalement, là, en fait, on n'estime pas nécessaire de la pénaliser sur certains points particuliers, certains points forts. Ils n'ont pas construit cette voiture sur un point fort spécial. Bon, c'est ce que ça veut dire à mon sens. Bon, Toyota, c'est vrai que c'est eux qui embarquent le plus de poids. Ils ont toujours un petit peu ce statut de favori parce que la BOP, là les gens regardent à la CO sur les 2 dernières années pour voir un peu, pour corréler. Tu ne peux pas faire le mort pendant un an en disant on va arriver bien avec une BOP favorable aux 24 heures du Mans, ça ne marche pas comme ça. Et puis sur la puissance, ils auront presque 1% de puissance en plus à partir de 250 km/h. Voilà. Et puis Cadillac, c'est eux qui roulent le plus léger, qui sont dans la puissance moyenne et qui sont aussi assez bien traités en termes d'énergie par relais. On vous a ajouté sur ce tableau les valeurs d'Alpine, de Peugeot. Alors Alpine, on voit peu de puissance jusqu'à 250 km/h et puis un petit coup de pouce après. Et puis Peugeot, presque RAS. Voilà. Même si la voiture, les personnes qui font la réglementation à la CO et qui sont responsables de la BOP ne la connaissent peut-être pas encore complètement après 2 épreuves simplement. En fait, je crois qu'on a un petit peu peur de la Peugeot du côté de la CO. C'est pour ça qu'on lui a enlevé, tu noteras que c'est la seule voiture avec la Ferrari à qui on a enlevé de la puissance au-delà des 250 km/h. Bon, pour l'instant, on n'avait pas le sentiment quand même que la Peugeot avait été absolument exceptionnelle dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'à mon avis, on se méfie un petit peu du côté de la CO. Voilà, tout ça pour dire que on essaye de faire du côté de la CO une course la plus équitable possible, mais attention, ça peut changer. Ça peut changer après, même après les qualifications. Mais ce que je vois, c'est qu'on est vraiment dans l'esprit de l'endurance. Et ce que disait un petit peu en résumé des tests Sébastien Buemi, il a dit, nous, notre voiture, elle n'a pas évolué de par le règlement. Donc, si on a gagné à Imola, c'était par la stratégie, c'était par la finesse des réglages. La science de la course. On en revient toujours à ça. Et puis, la complémentarité des équipages. Plus que la course à l'armement, la course aux investissements, aux nouveautés sur les voitures. On ne peut pas faire n'importe quoi maintenant. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de la recherche et développement, des choses coûteuses et mettre des pièces n'importe comment sur n'importe quel week-end de course. Ça, c'est hors de question. Et donc, ça nous assure quand même une bataille fantastique, tout simplement.